Bonjour à tous, il est 11h30, on va démarrer cet atelier. Je me présente, je suis Sophie Péan, je suis responsable de la communication du pôle EMC2 et de l'IRT Jules Verne. Je suis ravie d'être là ce matin avec vous pour parler digital et industrie en compagnie de Éric Yvain, qui va vous apporter son témoignage sur la démarche entreprise au sein de Saunier Duval, dont il est le directeur général. Et nous sommes également en compagnie d'Anne Beauval, qui est directrice d'IMT Atlantique, école née de la fusion de Télécom Bretagne et de l'école des mines de Nantes. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de cet atelier via Evals, le site Evals, E-V-A-L-S. Vous n'avez pas d'application à télécharger, il vous suffit d'aller sur le site, de rentrer le code DC17, de choisir l'atelier dans lequel vous êtes et de poser vos questions tout au fil de l'atelier et à la fin, elles seront posées à Éric Yvain. Alors, Éric Yvain, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte cette démarche, cette entreprise, au sein de votre entreprise? Donc, bonjour à tous. On a engagé un développement autour du numérique et du digital il y a déjà 3 ans dans notre entreprise. Ça s'est traduit avant tout par ce qu'on appelle la mise en place d'un MES, donc Manufacturing Execution System, qui gère en fait la production, au fil de l'eau, et avec une approche donc du digital, en parallèle avec les flux physiques qui se trouvent à l'intérieur de l'entreprise. Donc on a démarré en 2015 sur une première ligne, et depuis donc on a dupliqué cette approche sur un certain nombre d'autres lignes. Ça nous a permis aussi de nous présenter auprès de l'Alliance Industrie du Futur. Et donc au mois de mai cette année, on a été labellisé Industrie du Futur, comme 3 autres entreprises de l'ouest de la France. Il y avait quelques facteurs de contexte externe qui vous ont amené à cette démarche? Effectivement, il y avait d'abord une contrainte interne. On fait partie d'un groupe allemand, le groupe Vaillant, qui regroupe 12 000 employés, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on est confronté à la concurrence interne avec nos collègues étrangers, puisqu'il y a 10 établissements industriels dans le monde. 1 en France, 1 en Angleterre, 3 en Allemagne, 2 en Slovaquie, 1 en Turquie et 1 en Chine. Et en fait, on s'étalonne et on se compare tous les mois, suivant les mêmes indicateurs, auprès de nos collègues étrangers. Donc vous imaginez bien que la concurrence interne à l'intérieur du groupe, elle existe. Et donc il nous a fallu préparer cette transition pour garder de la compétitivité, puisque on a quand même un certain handicap, en particulier en termes de salaire, vis-à-vis des pays d'Europe de l'Est, la Turquie et la Chine. Donc c'est effectivement une motivation importante pour nous. Alors, la semaine dernière, j'ai visité l'usine avec vous. J'ai constaté que toute l'attention que vous aviez portée aux opérateurs dans le cadre de cette mise en œuvre, l'humain est bien au cœur de cette démarche, même si ça, quand on parle de digitalisation de l'industrie, ça ne paraît pas forcément au premier regard. Mais moi, ça m'a vraiment frappé. Pourquoi vous aviez vraiment ce souci en tête? L'humain, effectivement, c'est un facteur très très important. On est dans un établissement qui est historique, sur la ville de Nantes, Saunier Duval. La moyenne d'âge est de 48 ans. Donc on a du personnel avec beaucoup d'ancienneté, d'expérience. Et on est confronté aussi au vieillissement de la population à l'intérieur de notre usine, si bien qu'il a fallu régler des problèmes d'ergonomie, des problèmes d'assistance, des problèmes aussi de formation du personnel, puisqu'on a aussi une partie de notre personnel, du fait de la flexibilité de notre activité et la saisonnalité de notre activité. On a une part importante de personnel intérimaire, à peu près entre 25 et 30%. Et donc, le facteur formation était aussi très, très important pour pouvoir répondre aux pics de demande, puisqu'on a la particularité aussi de livrer en flux tendu nos clients. On ne fait pas de stock. Et donc, il faut être capable de répondre rapidement. Et la digitalisation, à ce niveau-là, nous a énormément aidés dans la formation en fait, du personnel. Alors cette fameuse digitalisation, ces lignes d'assemblage nouvelle génération, comment vous y êtes arrivé? Quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé?
Alors déjà, il y a une première étape importante, et je pense qu'il faut avoir toujours ça à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas digitaliser les process sans avoir une vision claire et détaillée des process dont on parle. Donc il y a déjà une première étape, la mise à plat de l'ensemble des processus, très 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 détaillée, avant même d'envisager une digitalisation de ces process. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, il y a une chasse au gaspillage. C'est le but en fait de la digitalisation et de la numérisation. C'est en fait supprimer tout ce qui n'est pas valeur ajoutée. Et les outils de digitalisation nous permettent en fait de voir immédiatement où la valeur ajoutée existe et à l'inverse où elle doit être, je dirais, améliorée, et en supprimant tous les processus qui n'ont pas de valeur ajoutée, en particulier pour les opérateurs. C'est aussi un outil très très important dans la flexibilité, je le disais, réponse aux clients. Et puis c'est un outil aussi d'assistance et de résolution, en particulier de problèmes d'ergonomie, puisqu'on a aussi énormément robotisé nos lignes pour supprimer toutes les tâches qui étaient pénibles. Et en fait, c'était notre personnel lui-même qui nous demandait en fait de supprimer ces tâches qui n'avaient effectivement pas de valeur ajoutée. Alors, la digitalisation de cette chaîne d'assemblage s'accompagne de la naissance d'un certain nombre même de beaucoup de données que vous récoltez tout au long de la ligne. Vous nous avez donné des chiffres assez impressionnants quand on a discuté avant cet atelier. Donc effectivement, on numérise l'ensemble des étapes du processus d'assemblage. Toutes les opérations, tous les composants sont enregistrés en temps réel. On suit aussi le flux de chaque appareil monté au travers d'un système d'antennes et de RFID. Les opérateurs, opératrices eux-mêmes sont équipés d'RFID, si bien qu'on est capable à distance de voir tous les points de difficulté. On n'a pas besoin de trouver le problème ou qu'on nous remonte le problème, on le voit en temps réel dès qu'il y a effectivement une difficulté, un opérateur, une opératrice qui est en souffrance, un process qui est plus long que ce qu'on avait imaginé. Tout ça, effectivement, c'est remonté. Donc on enregistre jusqu'à 200 paramètres sur l'assemblage d'un produit. Ces 200 paramètres, ils sont stockés en temps réel dans un serveur, un méga serveur qu'on a en Allemagne au niveau du groupe. Et donc, on stocke ces données pendant 30 ans, puisqu'en fait, on a l'intention de suivre le cycle de vie du produit jusqu'à sa mort chez le client. Et donc, on doit être capable, à n'importe quel moment, de retracer effectivement l'ensemble des composants qui ont été utilisés, la notion aussi temporelle, à quel moment on l'a fait, qui l'a fait, et effectivement, si tous ces paramètres ont bien été enregistrés. Donc, ça va au mode de serrage, au couple de serrage, tous les capteurs, la carte d'identité complète de la performance du produit qui est effectivement mémorisée. Anne Beauval, quand on a préparé cet atelier, on a parlé, comme Éric Yvain vient de le faire, de l'importance de la maîtrise du processus avant de se lancer dans une étape de digitalisation. Je crois que vous vouliez vraiment insister sur ce point-là, parce que c'est une étape clé. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment important de garder en tête que numériser un processus qui ne marche pas, ça ne marche pas. Sous-entendu, il est vraiment très important, avant de passer à une étape de digitalisation, de connaître, maîtriser, optimiser le processus, parce qu'une fois qu'il sera digitalisé, il peut évoluer, bien évidemment, mais s'il a été digitalisé alors que le processus n'était juste pas celui dont vous aviez besoin, il sera beaucoup plus difficile d'avancer. Donc c'est vraiment un premier point qui est, de mon point de vue, essentiel, et je voulais insister là-dessus. Alors, vous avez parlé de robotisation, d'automatisation, on a parlé des données, mais vous aviez quand même un objectif, et surtout, vous l'avez encore, d'avoir une chaîne d'assemblage qui apporte assistance à l'opérateur. Moi, j'ai remarqué quand on s'est promené dans l'usine que sur les postes de travail, il y a des écrans interactifs, des tutoriels, il y a des codes couleurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu concrètement comment les opérateurs se sont saisis et à quoi ça leur sert ? Effectivement, on a été confronté à l'impact ou à la poussée des jeunes générations, en particulier en termes de formation, puisqu'on a réalisé que
le passage de connaissances, je dirais livresques, sous la forme de textes, de documents, de présentations, etc. C'était aujourd'hui quelque chose qui était vraiment rébarbatif pour les jeunes générations. Les jeunes générations sont déjà dans l'ère du digital. Et donc, si on veut faire passer un message, il faut absolument qu'on soit, je dirais, à leur côté. Donc, effectivement, l'ensemble des opérations, elles sont... auparavant, on avait des je dirais, fiches opératoires qui étaient affichées. On s'est débarrassé de tout ça. La particularité aussi de ces fiches opératoires, c'est qu'en général, quand elles étaient affichées, elles étaient déjà, je dirais, dépassées. Les signatures, les dates, plus rien correspondait. Donc là, c'était absolument pas, je dirais, aisé à mettre à jour. Donc là, effectivement, toutes les opérations sont présentées de manière visuelle sur des écrans tactiles, sous la forme de vue CAO, sous la forme de photos, sous la forme de films, avec tous les messages, je dirais, flexibles qu'on peut amener à l'instant T, donc une alerte qualité directement à l'écran, une consigne de rappel à un opérateur qu'on aura pris, je dirais malheureusement, un petit peu en défaut dans les heures qui ont précédé, puisqu'effectivement, une opération qui a été mal faite, vous imaginez bien qu'on a immédiatement le retour. Donc on est capable effectivement de conseiller à l'opérateur de se rafraîchir la mémoire en regardant ce qui est à l'écran. Donc tout ça, effectivement, c'est une assistance et une formation, je dirais, facilitée et très moderne. L'autre point aussi qui est important, c'est un bon moyen aussi de réduire la complexité. Donc pour vous donner un ordre d'idée, sur une ligne d'assemblage, en général, on fabrique entre 70 et 80 variantes différentes. Un processus d'assemblage, ça peut aller de 27 minutes jusqu'à 2h10. C'est très très long pour un opérateur de mémoriser l'ensemble de ces opérations, puisque les opérateurs en plus tournent sur les postes pour éviter les TMS. Et donc c'est pratiquement impossible pour eux de mémoriser toute cette variété de produits. Et donc là aussi, dans le choix des composants, dans ce qu'on appelle le picking des composants, on va effectivement montrer directement à l'opérateur quel est le bon composant à monter en fonction du produit qui est en train de passer devant lui. Donc tout ça, ça concourt effectivement à faciliter la formation, à motiver aussi le personnel, les jeunes générations. Donc aujourd'hui, on est dans un processus de recrutement et les jeunes embauchés sont surpris effectivement de la modernité des moyens. Donc ça, c'est un facteur dont on reparlera un petit peu plus tard, je pense. Anne Beauval, quand on a discuté sur l'apport de toutes ces données et l'assistance aussi aux opérateurs, ça vous a mis en lumière le parallèle à faire entre le cas de Sonia Duval et le monde médical. En fait, il y a de plus en plus d'entreprises, au sens très large du terme, qui sont en train de découvrir toute la puissance de la numérisation, je dirais, des processus pour assister les opérateurs. Et quand je parle d'opérateurs, ça peut aussi bien être sur une chaîne de production qu'un chirurgien sur un remplacement de prothèse. Donc on a effectivement une pose de prothèse, remplacement de prothèse, etc. Donc on a effectivement, en s'appuyant sur la mémoire que fournit le numérique, la capacité à identifier les situations, à identifier les écarts par rapport aux situations de référence, une aide très conséquente, que ce soit sur l'aide à la décision ou sur le geste technique en tant que tel. Et ça s'observe dans de plus en plus d'industries, bien évidemment. Alors, Éric Evin, vous nous avez dit que la digitalisation vous permettait de suivre la ligne en temps réel. On a parlé de ces datas parce que vous avez dit 200 datas par produit, mais il y a un produit qui sort toutes les 2 minutes, si je me souviens bien. Oui, donc, à la fin d'une journée... C'est plusieurs millions de données, oui, qui sont envoyées, voilà. Je dirais, en temps réel, quoi. Ça, c'est effectivement une énorme base de données. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les conserver pendant 30 ans. Qu'est-ce que vous en faites déjà? Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de la façon dont ces données vous servent pour faire de la traçabilité, de la qualité? Exactement. Bon, c'est effectivement un outil qualité très 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 puissant. Par contre, aujourd'hui, la masse de données en fait qu'on transmet en centrale, à ce jour, est difficilement exploitable. Donc, effectivement, on peut sur des points concrets, on peut faire une analyse de ces données. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore les compétences de faire ce qu'on appelle du data crunching, hein, donc vraiment de faire de l'analyse de données. Par contre, on s'y prépare. Dès l'année prochaine, on va recruter notre premier ingénieur avec un profil tout à fait particulier hein, pour ce type d'activité.
Et donc, on va commencer à analyser les données. Donc, on va analyser les données du point de vue qualitatif. On va aussi analyser les données pour pouvoir réinjecter les données dans le processus lui-même. C'est par exemple si vous avez des réglages à faire sur un produit, vous pouvez très bien voir qu'effectivement le produit il est en train d'évoluer parce qu'un composant est en train d'évoluer par exemple, et du coup réajuster le réglage en fonction de ce composant qui est en train de gentiment dériver, mais sans alarmer. Et puis aussi c'est un formidable outil aussi pour nos équipes de R&D. Hein. Sur le site de Nantes, on a 93 personnes qui travaillent en R&D pour en fait les alimenter dans la conception des nouveaux produits et pour effectivement voir quels sont, dans les produits actuels, les points à améliorer basés sur, je dirais, des données statistiques. Vous avez aussi la possibilité de tracer un composant qui vous a été, qui vient de chez un fournisseur et qui peut avoir un questionnement sur un certain composant, et ça vous est arrivé, je crois? Oui, effectivement, on peut tracer effectivement la vie du composant, je dirais, de sa fabrication chez le fournisseur jusqu'à son positionnement chez le client final. On a effectivement, nos clients sont parfois étonnés par le degré de précision qu'on est capable de donner sur un produit. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques mois, on a eu avec un de nos clients, une de nos filiales, un problème avec des produits qui étaient abîmés et qui étaient abîmés de manière un peu surprenante dans leur emballage. Donc c'était un petit peu surprenant. Et en fait, on a collecté les données. Très très rapidement, on a été capable de tracer, je dirais en 2 heures, on était capable de tracer où, quand, comment ces produits avaient été assemblés. Et on a constaté que les produits en question, en fait, c'était des produits qui étaient toujours sur la dernière rangée de la palette. Et donc quand on a dit aux clients, les produits que vous nous avez donnés, ils étaient à cet emplacement exactement sur la palette, ils nous ont dit, mais comment vous avez fait pour savoir ça? D'accord? Et donc, sans, je dirais, mettre en cause leurs paroles, on leur a dit, c'est bizarre que tous les produits endommagés étaient ceux qui étaient les plus hauts sur la palette. D'accord? Ça n'a pas empêché qu'effectivement, on a travaillé le produit pour résoudre le problème, mais c'est pour donner un peu le niveau de finesse qu'on peut atteindre avec ce type de mesures. Alors on ne peut pas parler de digitalisation de l'industrie sans parler du cliché de la destruction d'emplois. Une idée reçue que vous combattez fortement, Éric Yvain. Je m'inscris absolument en faux. Alors dites-nous, racontez-nous ce qui se passe chez vous. C'est pas du tout juste. D'abord, on n'a jamais autant embauché que depuis qu'on a des robots. Donc on est passé par un creux. Effectivement, on avait des soucis de productivité, de compétitivité, je le disais, avec nos collègues étrangers. À partir du moment où on a remis à plat tous les processus, qu'on a montré effectivement qu'il y avait vraiment aucune je dirais, activité ou très très peu d'activité avec peu de valeur ajoutée, qu'on a automatisé ces opérations qui n'avaient pas de valeur ajoutée, et bien du coup on s'est retrouvé à intéresser à nouveau des clients. Le meilleur exemple, c'est que on commercialise dans 28 pays dans le monde. On a une partie de notre clientèle assez importante dans toute l'Europe de l'Est. Et ces dernières années, on avait effectivement perdu un petit peu pied avec l'Europe de l'Est, parce que nos 2 usines en Slovaquie, évidemment, étaient déjà sur place et étaient devenues plus compétitives. Et bien aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur les nouveaux produits, en fait, les pays d'Europe de l'Est reviennent vers nous et redeviennent vraiment des clients tout à fait, je dirais, intéressants pour nous. Donc la robotisation et la digitalisation, je répète, c'est absolument pas destructeur d'emplois. C'est aussi, je le rappelle, un bon moyen de résoudre des problèmes d'ergonomie. Donc, et ça, par contre, ça, c'est de la destruction d'emplois. Quelqu'un qui est abîmé, malheureusement, c'est pas comme une machine, ça se répare pas. Et donc, ça permet aussi, nous, de fidéliser notre personnel, résoudre des problèmes spécifiques à ce personnel. C'est aussi l'opportunité de faire entrer des nouveaux métiers dans l'entreprise. Donc, je parlais des data crunchers, mais plus généralement, tout ce qui est la maintenance des robots, la programmation, la flexibilité, ça aussi, ce sont des métiers qui sont chez nous en pleine expansion. Et puis, le dernier point aussi, c'est l'attractivité pour les jeunes. On casse l'image de l'industrie qui a beaucoup souffert ces dernières décennies, en disant, vous voyez, vous avez une usine qui est tout à fait, je dirais,
à la pointe, un environnement de travail aussi qui est, je dirais, bien meilleur. Et donc, toute la technicité qu'on peut apporter avec ce genre d'outils, c'est effectivement intéressant et valorisant pour les jeunes générations. Alors là, vous devez vous poser la question de savoir comment vous avez mesuré l'efficacité de cette digitalisation. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Effectivement, c'est du fait des outils employés, des méthodes employées, c'est très facile à mesurer. Donc on a une mesure d'efficacité en temps réel. Les écrans au-dessus des lignes, puisqu'on a aussi des écrans d'affichage pour le personnel qui gère sa production. Donc on n'est pas là pour gérer la production pour eux, ils gèrent leur production. Ils voient effectivement tout de suite en termes d'efficacité comment ils se situent, s'ils sont en avance, s'ils ont connu à l'instant quelques problèmes et comment remédier à ces problèmes. Mais pour résumer un petit peu la situation, depuis qu'on a commencé en fait cette digitalisation, sur la première ligne, on avait gagné 12% d'efficacité, ce qui est énorme dans l'industrie. Quand on dépasse les 3-4% d'efficacité sur une année, c'est important. Et c'est difficile. Et la dernière ligne qu'on vient en fait de remettre à jour, qui est notre produit phare en fait, qu'on a mis à jour au mois de septembre, on vise un gain d'efficacité de 21%. 21%, sans, je dirais, contraintes supplémentaires pour le personnel, au contraire. Et on pense effectivement que c'est atteignable. Et en plus, on imaginait que ce processus, que, je dirais, cette fabrication qu'on a déjà depuis 6 ans, elle était déjà largement optimisée. Eh bien, c'est faux, c'est une hérésie. Il n'y a jamais de fin. Et l'efficacité, en fait, on l'améliore tous les jours. Et chaque fois qu'on se remet au travail, on découvre à nouveau des gisements en termes d'efficacité. Vous nous avez raconté aussi, pendant qu'on a préparé cet atelier, que finalement une belle réussite, c'était aussi certains de vos opérateurs qui étaient venus vous voir pour vous demander d'automatiser certaines tâches. Oui, je dirais il y a eu effectivement, pour moi, 2 messages très positifs. C'est que effectivement, les derniers robots qu'on a installés dans l'usine, ces robots, on les a installés à la demande du personnel. Donc c'est le personnel qui est venu nous voir en disant « on ne veut plus faire ces opérations-là. Elles sont dangereuses pour notre intégrité physique. C'est travail avec les bras en l'air. Donc, s'il vous plaît, mettez des robots pour faire ce genre de tâches. » Et puis, je dirais la deuxième conséquence de ça, c'est plutôt dans le recrutement. Quand il a fallu effectivement renouveler la main-d'œuvre directe, donc recruter des jeunes ouvriers, ouvrières, effectivement, on s'est posé des questions en se disant mais est-ce qu'on va être capable d'abord de trouver ces jeunes gens, ces jeunes femmes, pour venir travailler dans notre usine, avec l'image qu'on a tous en tête de l'industrie, malheureusement. Et en fait, on a découvert une richesse parmi ces jeunes générations, des jeunes qui sont motivés, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie d'améliorer les processus. Donc ce sont eux qui aujourd'hui nous génèrent tous les jours des nouvelles idées d'amélioration. Et donc le meilleur feedback qu'on ait eu, c'était la responsable du syndicat majoritaire dans notre usine, qui est venue me voir juste avant les vacances et qui m'a dit « mais qu'est-ce que vous avez fait à ces jeunes ? On croyait que ces jeunes-là, ils n'existaient plus. » Donc des jeunes gens qui sont motivés, qui sont respectueux, qui veulent travailler aussi avec les anciennes générations, qui vont leur apporter leur savoir, parce que eux, de l'autre côté, ils ont une monnaie d'échange. Eux, ils ont la digitalisation à vendre. Et donc c'est assez remarquable, mais on voit les jeunes qui sont en train de former les anciennes générations aux nouvelles technologies, au digital, et puis les personnes avec expérience qui forment les jeunes sur notre métier propre de concepteur et fabricant de chaudières, panneaux solaires et pompes à chaleur. Alors cette digitalisation, elle a montré son efficacité au point de vue de la compétitivité de la ligne d'assemblage, mais elle porte ses fruits aussi au niveau des résultats globaux, de l'activité économique de votre entreprise. Notamment, vous l'avez déjà un petit peu évoqué sur l'export, vous avez une croissance attendue d'une 15% cette année. On devrait progresser à peu près de 15%. Ouais.
Donc c'est tiré par les marchés à l'export notamment? C'est tiré par le marché à l'export parce qu'effectivement, la part, sans surprise, notre client numéro 1 reste quand même la France. La marque Sony Duval est une marque avant tout une marque française. Mais ce qu'on voit, c'est que la part effectivement de la France est en train de diminuer petit à petit. Hein. Donc cette année, ça devrait tourner autour de 35% de notre chiffre d'affaires. Effectivement, l'export est en train de repartir très très fort. Donc je le disais avec en particulier l'Europe de l'Est et puis aussi des marchés qui sont en train de s'ouvrir, je dirais près de la maison mère en Allemagne, puisqu'on est en train de prendre énormément de parts de marché aussi. On fabrique des produits pour la marque Vaillant. Et donc là aussi, nos efforts en termes de digitalisation sont très très bien perçus outre-Rhin, quoi. Oui, justement, alors vous n'étiez pas forcément désigné pour être une usine pilote sur le sujet, mais les résultats que vous obtenez font que c'est un peu le cas aujourd'hui, au sein du groupe. En fait, on a une équipe de ce qu'on appelle Manufacturing Engineering qui est extrêmement motivée par ces nouvelles technologies. Et donc, on est dans un groupe familial aussi, allemand, donc on a une certaine liberté. Et clairement, notre groupe nous pousse à innover, en disant, si vous avez des idées, vous n'avez pas carte blanche, mais presque. Okay, vous pouvez effectivement vous faire la main, découvrir ces nouvelles technologies. C'est ce qu'on a fait donc, ces 3 dernières années, à tel point qu'aujourd'hui, avec effectivement tout ce qu'on a mis en place, donc j'ai parlé de la robotisation, j'ai parlé du MES, mais on a aussi des AGV, donc des chariots autonomes. Et là, on est en train d'équiper nos premières lignes avec des robots collaboratifs, donc des robots qui sont directement au contact des opérateurs, opératrices. Et du coup, on a tellement défriché, avancé de nous-mêmes, que le groupe a décidé que le site de Nantes devenait le site pilote de la digitalisation pour l'ensemble des usines. Donc on est en train d'emmener l'ensemble du groupe dans ce champ un petit peu exploratoire. On a aussi été audité par une entreprise, des consultants qui sont mondialement connus, spécialistes de la digitalisation, qui sont venus voir effectivement ce qu'on faisait et qui nous ont positionnés au milieu de 750 autres entreprises dans le monde. Et donc, on n'a pas à rougir effectivement de ce qu'on a fait, mais ça nous motive d'autant plus pour continuer. Et donc, je vous dis, la prochaine étape pour nous, ça va être dans quelques semaines les robots collaboratifs sur les lignes. Oui, alors justement, parce que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin de cette aventure qui a démarré il y a 3 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez reçu le label Vitrine Industrie du Futur. Vous avez ici, en local, un environnement favorable pour vous accompagner dans ces démarches. Donc, vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce qui se prépare pour l'avenir ? Donc, effectivement, on a un terreau qui est fertile dans la région. Donc, il y a énormément de start-up, il y a énormément d'universités, d'écoles d'ingénieurs qui nous aident aussi dans ces développements, qui nous apportent aussi des ressources humaines dans nos développements. Et donc, pour tout ce qui touche à la robotisation en particulier, on est en train de signer un partenariat avec l'IRT Jules Verne sur une nouvelle génération de robots collaboratifs. Parce que le robot collaboratif a beaucoup de qualités, mais il a aussi quelques petits défauts. En particulier, il est limité en termes de masse à déplacer. Et donc, on a trouvé avec l'IRT un moyen de contourner cette difficulté. Et donc, on est en train de mettre en place un consortium pour pouvoir travailler sur ces nouvelles technologies et donc ces nouveaux développements sur les robots collaboratifs. Merci Eric Yvain. Donc je vais passer la parole à Anne Beauval qui va apporter un avis d'expert. Vous avez donc encore quelques minutes pour poser vos questions si vous en avez. Et Eric Yvain y répondra juste après l'intervention d'Anne Beauval. Donc bonjour à tous. Je vais essayer de remettre un peu en contexte en prenant du champ sur ce témoignage extrêmement intéressant, bien sûr. Simplement pour dire que derrière transition numérique et transformation des entreprises, on a en fait plusieurs technologies qui peuvent être à l'œuvre, simultanément ou pas. Je vais les citer simplement pour donner des idées, c'est l'objectif aujourd'hui. Tout ce qui est réalité augmentée, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais peut-être un jour. Pas encore à ce jour. Typiquement, comment vous équipez les opérateurs de telle façon qu'ils voient le réel et le virtuel en même temps, ce qui est extrêmement puissant pour tout ce qui est opération de maintenance, de montage, etc. La réalité virtuelle complète, c'est-à-dire l'immersion, est très utile aussi en formation. Les robots, vous en avez
merveilleusement parlé, donc je ne vais pas aller plus loin, mais c'est effectivement un champ connu. Par la partie assistance aux opérateurs, on rentre en fait dans un domaine qui était très différent de celui des générations précédentes. Et puis vous avez aussi la fabrication additive, etc. Par contre, l'enjeu de la donnée, qui est celui qu'on a traité aujourd'hui, est quelque chose, je dirais, à part dans ces évolutions, parce que d'une certaine façon, l'arrivée de l'Internet des objets, ça revient à transformer, je dirais, les systèmes, c'est-à-dire que les systèmes physiques deviennent des systèmes numériques, ont des doubles numériques. Vous transformez des données physiques en données numériques, et on sait que les données numériques sont infiniment plus maniables que les données physiques, parce qu'on sait, je dirais, les enregistrer, les mémoriser, les comparer, et quand on compare des 0 et des 1, parce que ça revient à ça au final, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant que de comparer des fiches ou de comparer des températures qu'on a mis dans un répertoire et auxquelles on ne sait plus accéder, pour prendre cet exemple-là. Donc du coup, on arrive sur une évolution où globalement, la donnée que l'on peut collecter tout au long d'un processus devient une matière première en tant que telle pour l'optimisation des procédés. C'est ça vraiment la grande transformation, avec la difficulté, comme M. Yvain le disait, c'est qu'on en a des millions et que quand on a trop de données, on ne les voit plus. Donc ce qui est en train de se passer, ce qui transforme les entreprises, c'est l'articulation entre ces systèmes qui échangent des données et qui transforment le physique en numérique, la capacité à extraire des données, de ces données des informations pertinentes, on appelle ça en recherche à l'origine, mais c'est passé dans l'industrie maintenant, tout ce qui est machine learning, c'est tous les algorithmes qui permettent des analyses prédictives à partir des données du passé, et puis tout ce qui est big data, science des données, qui est comment vous exploitez ça de façon à lui donner du sens, et c'est le data cruncher, c'est ça que vous aviez utilisé comme expression, qui est capable de faire ça. Alors pas tout seul, parce qu'il faut allier le sens et la capacité à extraire des données, mais l'important c'est bien le sens pour l'optimisation des procédés. Et je revenais sur mon intervention du tout début. Et tout ça, c'est effectivement une révolution, surtout que ça se couple en fait à une transformation des processus industriels. Et là, je reviens sur le physique. C'est toujours une alternance entre le physique et en fait le numérique qui fait aller de l'avant sur ces évolutions-là. C'est que je ne sais, j'ai pas eu l'occasion de visiter votre ligne de production, mais je ne sais pas si elle est aussi linéaire qu'avant. Peut-être qu'elle est devenue un peu plus circulaire, parce qu'en fait, on se rend compte parfois que ces échanges d'informations permanents permettent, dans certains cas, d'imaginer reconfigurer les chaînes différemment. Et dans certaines entreprises, on va jusque-là, bien évidemment. Et c'est ça qui donne en particulier la flexibilité qui permet de s'adapter plus encore aux besoins des clients. Parce qu'au final, je pense que c'est aussi sur ce levier-là que vous jouez. Quand vous parliez des 80 références que vous avez, cette transformation des procédés induite par la digitalisation permet d'aller beaucoup plus près des besoins des clients. Et je voulais terminer, en fait, parce que je vois l'heure qui tourne, sur un point qui est important. Alors, je ne suis pas du tout sûre que ça s'applique à Sonia Duval, hein, mais je voulais quand même conclure là-dessus. La transition numérique peut arriver en fait encore au-delà sur un changement vraiment de business model. Je pense qu'il faut en être conscient. Je ne suis pas sûre que ça s'applique à toutes les entreprises. Je sais que ça s'est appliqué à des industries qui n'y pensaient absolument pas. C'est-à-dire quand, au bout d'un certain temps, les données qui sont une matière première finissent par représenter une part de la valeur qui prend une importance significative dans une filière industrielle, vous pouvez arriver à des changements assez fondamentaux au sein des filières industrielles en question. Je pense qu'on n'est pas dans le même monde que les libraires et les maisons d'édition. Vous voyez ce quoi je veux parler. Quand Amazon a pénétré le marché, ça a juste changé la filière fondamentalement. Ça arrive dans beaucoup d'entreprises de services. Je pense qu'il faut toujours l'avoir en tête, même si l'industrie n'est pas dans le même domaine. Ces évolutions de filières assez fondamentales sont toutes nourries en fait sur la même chose, c'est-à-dire la capacité à transformer les données en matière première, exploiter la matière première, adapter le produit aux besoins du client, de telle sorte à ce que l'intermédiaire qui sait faire ça peut devenir indispensable. Donc j'ai pris un peu beaucoup de champ, je pense, par rapport à votre entreprise, mais ça me semble important d'avoir ces enjeux en tête. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci Anne Beauval. Donc on pense qu'on a encore de nombreux propos à tenir dans les futures éditions de Digital Change sur industrie et digital. C'est pas prêt de s'arrêter. On va passer aux questions. Bonjour. Monsieur Yvain, si on juge la qualité de votre prestation au nombre de questions, je pense que vous allez finir dans le top 3 à la fin de la journée. Donc je vais faire des frustrés et je vais être plutôt en approche FIFO. Première question, comment avez-vous embarqué les partenaires sociaux dans la transformation ?
On a embarqué les partenaires sociaux avant tout sous l'aspect ergonomie au départ et sous l'aspect aussi valeur ajoutée. Donc, je dirais nos partenaires sociaux, ce sont des gens qui sont tout à fait, je dirais, responsables et respectables. Ils avaient bien noté qu'on avait une certaine perte d'influence vis-à-vis de nos clients et que la concurrence jouait. Et donc, ils étaient les premiers à discuter avec nous en disant comment on peut changer ce trend inéluctable et donc comment on peut regagner de la compétitivité. Et donc, en fait, on en a discuté, on a vraiment attaqué sous cet angle-là en disant « Ok, il faut qu'on gagne en compétitivité. Il y a des outils qui vont nous permettre de le faire. Et puis, qui plus est, on va aussi continuer à travailler de l'ergonomie. Et donc, sous ces deux angles-là, on a eu, je dirais, une réponse très, très favorable de la part de nos partenaires. Merci. Question suivante. Vous avez évoqué les jeunes pour la facilité d'acceptation des outils digitaux. Mais qu'en est-il des collaborateurs plus anciens et du stress éventuel par l'arrivée des outils digitaux? Alors là, c'est clair, c'est qu'il n'y a absolument pas de stress pour eux, parce qu'ils ont très vite vu aussi, je dirais, l'attrait de ces outils. Donc, quand je veux parler effectivement de la formation ou juste de la remise à niveau, même un opérateur, une opératrice qui a 35 ans dans l'entreprise, à un moment, peuvent avoir un petit passage à blanc en disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ils regardent l'écran, instantanément, ils ont compris. Donc, ils ont vu tout de suite aussi l'intérêt de ce genre je dirais, d'outils. Je dirais, c'est comme tout un chacun. Donc, maintenant, on lit plus les manuels d'utilisation ou d'installation. On va sur une tutoriel, on voit un film, on a compris dans la minute. D'accord ? Et donc, il n'y a absolument pas un choc de culture vis-à-vis de ces nouveaux outils. C'est vraiment une assistance, une aide, et ça leur permet de se concentrer vraiment sur leur valeur ajoutée. Donc avez-vous le sentiment aujourd'hui que vos collaborateurs, vos opérateurs sont plus engagés, plus responsabilisés dans les actes? Oui, en effet. Je dirais la conséquence aussi de ça, c'est que comme ils sont en fait assistés par tout leur environnement, ils ont aussi un peu plus de temps pour réfléchir, je dirais, au coup d'après. Et on le voit au travers de nos systèmes de suggestion. Donc on a un système de suggestion ouvert pour tout le personnel. En fait, ils sont beaucoup plus de temps pour réfléchir au coup d'après en disant ça, on peut encore l'améliorer. Et ce que vous avez mis en place, on peut encore l'améliorer. Pas nécessairement sous l'aspect digital, mais plutôt sous l'aspect pratique. Et donc, on a un fourmillement de propositions, d'améliorations, des fois qui sont des toutes petites améliorations, mais on donne carte blanche au personnel pour faire ces opérations. Donc on leur dit, l'idée est bonne, vous le faites, à la limite, on vous sort de la ligne pendant 4 heures, vous le mettez en place, et votre idée, elle est directement mise en place. Donc vous répondez à plusieurs questions, donc j'entends qu'il y a une boucle de feedback et d'amélioration continue. J'ai quelques spécialistes dans la salle, dont une question qui est, finalement, quelle est la différence entre votre démarche de digitalisation et une démarche Lean Manufacturing ou Lean Six Sigma qu'on connaissait déjà? C'est la même chose. L'un est dans l'autre et vice-versa. Donc c'est la même chose. Vous avez beaucoup évoqué la collecte des données, la capacité à les capter. Est-ce que vous allez jusqu'à capter des données chez le client? Sur les chaudières notamment. Oui, on capte des données, mais ce n'est pas l'usine en tant que telle qui capte ces données. En fait, nos produits sont de plus en plus connectés. Donc on vend aujourd'hui avec nos produits des accessoires qui permettent la connectivité. Certains même des produits sont livrés directement avec je dirais, l'outil de connectivité. Donc côté produit, oui, c'est le cas. Par contre, aujourd'hui, on n'en est pas encore à remonter les informations du terrain pour l'usage de l'usine. À ce stade-là, on n'en est pas, c'est pas encore prêt. Mais j'ai oublié aussi de préciser une chose, c'est que là, on a parlé de la démarche dans l'usine, mais en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est une démarche globale de l'ensemble de l'entreprise. Et donc, à ce stade, par exemple, on connecte notre MES, donc je dirais nos processus de production, à notre ERP. Donc, en fait, il y a un dialogue permanent on utilise SAP, entre SAP et notre ligne. Et donc, les deux systèmes dialoguent en permanence. Si on remonte en avant,
notre PLM, donc notre Product Life Management, qui est en fait le domaine de la R&D, pareil, est connecté sur le même système. Et donc, le gros du développement aujourd'hui, au niveau digitalisation pour nous, ça va être tout ce qui est logistique. Logistique interne, logistique externe avec nos fournisseurs, et logistique aval jusqu'à la livraison de nos filiales. Très bien. On change de domaine. Au lancement de ce projet, est-ce que vous avez eu une approche ROI pour justifier de l'investissement que vous alliez faire sur votre projet de digitalisation? Non. La réponse est non. C'est aussi, je dirais, la beauté d'avoir un actionnaire familial. C'est qu'à partir du moment où on est convaincu qu'on a des bonnes idées, je le disais tout à l'heure, on a presque carte blanche. On dit oui, il va y avoir un retour sur investissement. Donc on avait promis clairement des gains d'efficacité. On les a largement tenus. Mais la notion de ROI, autant c'est extrêmement important pour tous les équipements, etc., autant pour, je dirais, l'amélioration des processus, la notion de ROI est un petit peu mise de côté. Très bien. La digitalisation de vos ateliers est-elle l'ultime étape après avoir digitalisé le back-office de production et la partie administrative GPAO? Non, en fait, là aussi, c'était en symbiose en permanence. Donc évidemment, on avait avant des outils digitaux pour tout ce qui touchait, je dirais, au contrôle de production, etc. Donc c'était un petit peu plus avancé, mais c'est simplement une couche supplémentaire avec notre système qui, en fait, permet la communication des données. Parce que notre vision à terme, c'est que la donnée, y compris, je dirais, la commande du client, on devrait l'avoir directement dans l'usine, quoi. À partir du moment où, nos produits sont uniquement fabriqués quand on a un client. Et donc, on sera capable, on l'espère, à terme, de tracer la commande du client, de la réception de la commande jusqu'à sa livraison. Donc, dernière question, faites-nous rêver, on se revoit dans 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Qu'est-ce que vous voulez me raconter de nouveau, de différent chez Saunier Duval? J'aimerais justement vous montrer l'étape suivante qui va être effectivement la virtualisation des flux, non pas dans l'usine, mais à côté de l'usine. Et donc là, il y a un méga projet qui a commencé au niveau du groupe aussi, pour que, en fait, on soit capable, je disais, de tracer de la commande client jusqu'à la livraison toute l'histoire. Donc raconter une histoire de comment un produit il a été commandé, comment il a été imaginé, comment il a été conçu, comment il a été fabriqué et comment finalement il a été livré. Merci à tous. Merci Eric Yvain. Merci Anne Beauval.